Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je m'appelle John Katunga Murula. Je vous parle à partir de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Et je suis heureux et reconnaissant de la part de l'Université de Notre-Dame de l'invitation qu'ils nous ont envoyée à CRS. Je travaille avec Catholic Relief Services, ou CRS, qui est, pour ceux qui connaissent bien l'Église, la Caritas des États-Unis d'Amérique. CRS est une organisation qui émane des évêques catholiques des États-Unis au service des populations désavantagées à travers le monde. Et je voudrais vous entretenir aujourd'hui de la question de la cohésion sociale. La cohésion sociale, comme vous le savez, c'est une approche que CRS a développée. Je ne sais pas si mon écran est visible. Je voudrais le partager pour permettre à tout le monde d'être au même pied dans cette présentation. Donc, je vais vous entretenir sur la construction de liens en temps de crise avec l'approche 3B4D que CRS a développée pour promouvoir la cohésion sociale. Je vais faire la présentation en français pendant ce moment et Jean-Baptiste Tala, qui est mon collègue, fera la présentation en anglais plus tard. Nous sommes tous membres d'une équipe au sein des Catholic Relief Services qu'on appelle une équipe de conseillers pour l'Afrique en matière de paix et de justice. Nous évoluons tous ensemble sur le continent africain. Pourquoi est-ce que CRS a voulu développer une approche particulière pour renforcer la cohésion sociale dans les différents endroits où nous travaillons? Tout cela est venu du cri que la population, les communautés avec lesquelles nous travaillons ont lancé. Il y a beaucoup de fractures causées par des conflits partout où on a travaillé. Et ces fractures appellent notre intervention, notre contribution pour réparer les blessures qui sont béantes entre les populations, entre les communautés, des fractures sociales qui viennent du fait que les populations sont dans des situations difficiles de conflits et des relations difficiles. Mais aussi, ce n'est pas seulement le cri des populations avec lesquelles nous travaillons, mais aussi c'est l'appel, l'observation que notre Église avait faite des conditions de population des communautés dans le monde. Et nous nous sommes référés ici pour vous donner une idée de comment l'Église a montré sa compassion pour les populations qui se retrouvent dans des situations de vulnérabilité dues au conflit. Et c'est pour cela que dans l'homélie du pape François, le dimanche de la Pentecôte, c'était le 31 mai, il y a 2 ans, en 2020, il avait fait un appel que nous devrions surmonter ce qui nous empêche de nous donner nous-mêmes, de nous offrir aux autres. Parce qu'il avait remarqué que le narcissisme avait pris de l'ampleur, où tout le monde se regardait soi-même et ne pensait pas aux autres. Il a aussi trouvé qu'il y avait une sorte de mentalité de victime, une sorte de la victimite aiguë. Chacun se plaint
chaque fois d'être victime, mais pas acteur. Et puis, il avait aussi observé qu'il y avait un pessimisme profond, où tout le monde était en colère contre tout le monde, et où on se plaint que rien ne va dans la société, dans la politique, dans l'Église. Au même moment où on croise les bras et on ne fait pas d'action pour améliorer la situation. C'est ainsi qu'il a fait un appel que nous passions de la solitude, du manque d'amour à une grande connectivité, à une ouverture fraternelle. Pour cela, il faut surmonter les nuages sombres et renouveler l'espoir. Il faut chercher la vérité dans les dialogues, parce qu'il y a toujours plusieurs vérités. Et c'est seulement dans les dialogues qu'on découvre la véritable vérité. Et qu'il fallait ouvrir un espace de liberté pour des rencontres authentiques. Et il fallait mettre la politique au service du bien commun. Ceci est lié à cette idée du narcissisme, où la politique s'avère être un instrument pour s'enrichir personnellement, pour assouvir ses ambitions personnelles, mais pas se mettre au service de la population, se mettre au service du bien commun. C'est une observation que le pape avait faite. Et il faut être attentif aux principes éthiques dans l'économie, parce que l'économie semblait être centrée sur les profits égoïstes, parfois une sorte de capitalisme sauvage qui ne montre que les intérêts de ceux-là qui font des affaires et marcher sur les intérêts des autres, y compris la destruction de l'environnement. Voilà les raisons qui ont poussé CRS à s'engager dans la recherche d'une méthodologie qui amènerait les communautés ensemble quand elles sont divisées par les conflits. Cependant, on ne le fait pas de manière isolée ou seulement intellectuelle. On le fait parce qu'il y a une profonde croyance qui doit normalement nous guider, cette humanité que nous avons en l'égard de tous ceux qui souffrent, être en solidarité avec eux. Le cardinal François Xavier Van Thuan, d'heureuse mémoire, et qui est maintenant déclaré vénérable par le pape François, il avait un jour donné une anecdote, une petite histoire dans laquelle il disait qu'il y avait le prêtre, le pasteur et l'imam sur la terre que Dieu avait envoyé pour amener son peuple ensemble, que son peuple soit et vive de manière cohésive. Malheureusement, le peuple était dans la souffrance et dans la violence, dans des mésententes et dans beaucoup de conflits violents. Alors, dans cette anecdote, il a dit que Dieu les avait appelés, tous les trois. Et il a demandé à chacun d'eux de lui dire comment la paix serait rétablie sur la terre. Et le prêtre était le premier, et le prêtre avait répondu, mon Dieu, si vous voulez que la paix revienne sur la terre, il faut nous débarrasser de tous les protestants. Parce que ce sont les protestants qui disent tout le temps le contraire de ce que nous demandons à ce que les communautés puissent faire pour être en paix. Dieu a dit merci, il a remercié, puis il a appelé les pasteurs. Le pasteur est venu et il a dit, chaque fois que nous voulons tout faire pour ramener ta population ensemble, les catholiques sont ceux-là qui nous empêchent de le faire. Ils viennent avec leurs connaissances et nous n'avons même pas la capacité de rassembler ton peuple. Si vous vous débarrassez de tous les catholiques, nous aurons la paix sur la terre. Dieu a hoché la tête, puis il a remercié, puis il a appelé l'imam. L'imam a dit, Monseigneur, si vous répondez favorablement à la demande du pasteur et du prêtre,
nous aurons la paix sur la terre. Et là, Dieu a regardé ses envoyés sur la terre avec beaucoup de pitié. Et il a dit, c'est vraiment difficile, car le voyage de la tête au cœur, c'est le plus long voyage. Et voilà les gens que j'ai envoyés sur la terre, chacun souhaite la disparition de l'autre pour qu'il y ait la paix. Et c'est ainsi qu'il avait conclu en disant, nous devons faire tout pour faire ce voyage qui semble être très court avec notre main, comme ça, mais qui en réalité est une profonde appellation pour une transformation profonde intérieure, qui permet ainsi à ramener la paix dans nos cœurs, pour qu'elle puisse rayonner dans nos relations et que l'ensemble de nos relations puisse rayonner dans le monde entier. C'est l'entendement philosophique, je dirais même, de la cohésion sociale telle que nous la concevons au CRS. Voilà maintenant le schéma qui donne un sommaire de l'approche elle-même. C'est un schéma d'une sorte de superposition des 3B, 4D, c'est-à-dire la superposition des 3B avec l'approche valorisante ou l'enquête valorisante. En anglais, ils appellent appreciative inquiry. C'est ça le modèle en général. Je vais maintenant le décortiquer pour qu'on puisse bien le saisir. On commence par les bindings. Les 3B sont en anglais et ils signifient tout simplement binding, bonding et bridging. Binding, c'est un processus de reconstruction personnelle. Les conflits, la violence affectent la personne, l'individu, de manière très profonde. Il y en a qui sont témoins de violence, il y en a qui sont victimes de violence, il y en a qui ont entendu parler de la violence, et il y a trop de traumatismes qui affectent l'individu, des blessures internes difficiles à voir, mais qui empêchent la personne de s'exprimer librement et d'être en contact avec les autres pour refonder la société. Et cela nous invite donc à reconstruire d'abord la personne, à transformer la personne qui a subi tous ces témoignages difficiles, qui a vécu des moments traumatiques, le reconstruire. Et quand la personne est vraiment reconstruite et qu'elle est transformée de son pessimisme et son manque de confiance à la personne humaine vers se donner aux autres, comme on l'a vu précédemment, nous allons au bonding. Le bonding, c'est la capacité de chaque groupe identitaire à faire un voyage interne de réflexion et de transformation qui permet au groupe de comprendre ce qui leur est arrivé et de comprendre aussi qu'il y a un avenir commun avec ceux-là qu'ils estiment être leurs ennemis. C'est dans ce processus-là de bonding que chaque groupe recrée sa propre identité d'une manière beaucoup plus ouverte envers les autres. Et quand ils arrivent à ce niveau où ils entendent et comprennent que l'avenir doit se faire avec les autres, c'est à ce moment-là que nous allons dans les bridging. Les bridging, c'est ramener maintenant les différents groupes ensemble pour leur permettre aussi de réfléchir ensemble sur ce qui leur est arrivé et de commencer à forger les manières de recréer un avenir commun ensemble. Voilà ce qui concerne les binding, bonding et bridging. Maintenant, tout ceci, chaque B doit passer dans une moulinière. Et cette moulinière, nous l'appelons 4D. Les 4D sont en anglais discover, c'est-à-dire découvrir. Il faut d'abord se découvrir.
Au niveau personnel, avec le premier B, on se découvre soi-même. On voit ce qu'on a encore comme atout. On ne désespère pas, comme le pape nous invite à éviter le pessimisme. On forge un nouvel espoir, une nouvelle vision pour sa propre vie et on commence à s'organiser pour atteindre cette vision. Ça, c'est le premier D, découverte ou découvrir. Le deuxième B, c'est le rêve ou rêver. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout simplement découvrir et ne pas projeter ce qu'on a découvert de bon qui est en nous vers l'avenir et créer un avenir meilleur, un avenir différent de celui que nous avons vécu dans la souffrance. Et c'est cet avenir qui est là que nous devons recréer. Donc la vision, la création de la vision est excessivement importante pour permettre à la communauté, à la personne de quitter un état de désespoir vers un état d'avenir et d'espoir. Et puis, troisième D, c'est la conception. C'est le D en anglais qu'on appelle design. Donc, on a le premier B qui est discover, to discover. Deuxième B qui est celui du rêve, to dream. Et le troisième B, c'est le design, c'est-à-dire l'élaboration, la planification, se préparer à l'avenir, se basant sur sa propre vision et en entraînant les ressources que nous avons, les atouts que nous avons découverts, nous pouvons rêver avec ces atouts et nous pouvons nous organiser en préparant la manière dont nous allons agir dans la vie pour arriver à notre rêve. C'est le design. Et le dernier D, c'est le delivery, to deliver. C'est-à-dire, c'est l'exécution, c'est la mise en œuvre du plan que nous avons conçu au troisième D. Et le dernier D qui est deliver, qui est le quatrième D, c'est pour justement mettre en œuvre ce que nous avons planifié de faire en commençant par des petits pas. Des petits pas. Voilà, en gros, la méthodologie et l'approche que nous vous soumettons, que nous aimerions vous présenter. Et ceci n'est pas arrivé par hasard, parce que nous croyons fermement qu'avec les 4D, c'est-à-dire la démarche qui nous permet de valoriser ce que nous avons, nous croyons fermement que les relations humaines prospèrent lorsqu'il y a une vision positive qui l'anime. C'est cette vision de positivité qui permet ainsi les relations humaines de s'épanouir. Comment cela peut être représenté de manière synthétique? Nous avons élaboré un cadre intégré qui représente à votre gauche, dans la colonne de gauche, les 3B et dans la colonne de droite, les 4D. Et alors, en termes de planification, en termes d'action, les actions sont conditionnées par les questionnements que nous faisons. Au niveau du premier B qui est le binding, il faut mettre les lunettes de la découverte, les lunettes appréciatives. C'est ainsi que nous sommes biaisés vers les positifs. Parce que si vous allez vers les gens et vous leur demandez quel est le problème ici, c'est très facile. Ils vont venir avec une longue liste de problèmes. Par contre, si vous leur demandez qu'est-ce qui marche ici, de quoi êtes-vous fiers d'avoir parmi vous, qu'est-ce qui est encore, qui te fait encore vivre, qu'est-ce qui te donne encore l'espoir, à ce moment-là, on commence à découvrir beaucoup de ressources positives. Et c'est cela que nous faisons, cette démarche que nous menons à chaque niveau. Au niveau du binding, qu'est-ce que j'ai de positif? Et quand je dois rêver ma vie, quel est mon rêve pour la cohésion sociale dans ma société? Et là, si je dois faire l'élaboration ou la planification, je dois avoir un inventaire de ce qui m'empêche d'avancer et ce qui me donne le courage d'avancer. Quels sont ces facteurs favorables et quels sont ces facteurs qui me sont défavorables dans ma démarche d'aller vers ma vision?
Et c'est ça, vous faites cet inventaire. Et à la fin, que puis-je faire? Qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse justement promouvoir la cohésion sociale dans ma société? Ça, c'est au niveau du binding. Maintenant, quand nous allons vers le groupe identitaire, le groupe identitaire va dans le même processus. Le processus d'inventorier les capacités, les possibilités, les atouts qui existent dans le groupe et projeter tous ces atouts dans un rêve de l'avenir et puis commencer à faire un inventaire de ce qui ne va pas, qui nous a empêchés d'arriver à notre vision et qu'est-ce qui accélère notre marche vers la vision. On découvre tout ça ensemble et puis on dit qu'est-ce que nous pouvons faire, notre groupe identitaire peut faire pour faire la promotion de la cohésion sociale dans cette société. Et au niveau du bridging, là où les deux communautés maintenant arrivent ensemble, ou plusieurs groupes qui arrivent ensemble, ils commencent à réfléchir ensemble. Qu'est-ce que nous avons de bon en commun? Quelles sont les capacités que nous avons en commun? Quels sont ces atouts que Dieu nous a donnés et que nous avons en commun? Et ensemble, ils projettent leurs rêves. Qu'est-ce que nous pouvons devenir si nous utilisions tous ces atouts ensemble? Et ensemble, ils montrent quelles sont les pesanteurs qui nous empêchent d'arriver à cette vision que nous venons d'élaborer ensemble et quelles sont les possibilités, les opportunités qui existent avec lesquelles nous pouvons marcher pour arriver à notre vision. Alors, ils décident de ce qu'ils peuvent faire ensemble. Voilà de manière théorique la démarche même de l'approche de cohésion sociale selon CRS. Alors, je voulais m'arrêter un tout petit peu ici pour voir s'il y a des questions. Comme je ne peux pas voir le chat, je demanderai soit à Kaboré, soit à Cisa, soit à quelqu'un de me dire quelles sont les questions, à moins que ces questions soient vocalisées. Je fais une pause ici pour savoir s'il y a des questions ou s'il y a des réactions à ce niveau. Jacques, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non, je ne vois pas de questions. Merci. OK. Alors, s'il n'y a pas de questions, je pourrais alors poursuivre pour dire que quand nous avons les cadres intégrés comme celui-ci, qui met la démarche ensemble, nous l'avons mis en application dans beaucoup de pays. En République centrafricaine, nous avons conduit la même démarche pour appuyer les chefs religieux qui ont fait un travail de titan pour ramener la cohésion sociale en Centrafrique. Tout n'est pas parfait à l'instant, mais je dois dire que le travail accompli par les chefs religieux et leurs structures au niveau national ont beaucoup aidé, énormément aidé à ramener la société ensemble. Nous l'avons aussi fait dans d'autres pays, comme au Cameroun, au Togo, avec les membres du Parlement en Gambie, avec les communautés, les leaders des communautés au Niger, au Sud-Soudan et à beaucoup d'endroits où nous avons été. Et nous continuons à croire que cette approche porte beaucoup d'espoir, des transformations personnelles, mais aussi des transformations de communautés. Nous étions surpris de voir comment les personnes qui étaient traumatisées ont commencé à être transformées jusqu'à devenir des champions de la cohésion sociale dans leur communauté. Nous avons vu des combattants
comme en Centrafrique, les Seleka, les anti-Balaka, des jeunes qui étaient engagés dans la rébellion, dans la violence. Nous les avons eus dans la salle. On a discuté avec eux. On est passé à travers cette méthodologie ensemble. Il y en a qui ont pleuré, il y en a qui ont regretté ce qu'ils ont fait. Et quand la violence était survenue, malgré tous ces efforts, il y en a qui nous ont appelés pour nous dire « Nous sommes en train de travailler pour arrêter cette violence, car nous avons bien compris que pour la cohésion sociale, il y a plus à gagner qu'à perdre. » Ça nous a beaucoup encouragés. Et vous voyez ici, son niveau, ce n'est pas seulement au niveau communautaire, mais au niveau des structures de décision, comme l'Assemblée nationale de la Gambie. Elle a eu beaucoup d'inspiration de cette approche qu'elle a elle-même utilisée et qui a permis de naviguer toute la difficile situation politique dans laquelle le pays était plongé pour aller vers les élections qu'ils ont accomplies récemment. Au Togo, il y a même une transformation qui s'est faite de la part des jeunes, mais qui commence à transcender les jeunes avec l'appui de Caritas. Et on commence à voir que les membres du gouvernement au niveau local commencent à s'impliquer, que des communautés qui étaient considérées comme des communautés hors société, comme les motards, ont pris l'engagement, ils sont passés dans ce processus et les motards commencent à se ranger, à respecter la loi, à obéir aux lois de la République au Togo. Et donc, nous commençons à voir que cette approche a un avenir et qu'elle peut aider les sociétés à subir cette transformation personnelle, mais aussi une transformation relationnelle et aussi une transformation au niveau structurel. Nous avons beaucoup d'espoir que ça va aussi toucher la culture des violences qui a longtemps existé. Est-ce qu'à ce point ici, il y a des questions ou il y a des réactions? Je pourrais le prendre avant de continuer. Alors, Jacques, si... oui, John, il me semble que les gens sont très profondément dans ta présentation et donc il n'y a pas de signe de question. Cela veut dire que c'est assez clair. J'aimerais quand même savoir si je ne suis pas seul dans la salle avec vous. Est-ce qu'ils peuvent manifester un signe qu'ils suivent jusque-là, avant que je ne puisse continuer? Est-ce qu'il y a un emoji, un signe quelconque? Bon, apparemment, je ne vois pas de signes. J'ai vu un signe. Oui, nous vous encourageons à signaler votre présence. Comment? Oui, il y a un signe. Merci, merci, merci. Merci, il y a quelqu'un qui manifestait bien sa présence. Bon, voilà, donc c'est pour dire que nous ne nous sommes pas seulement arrêtés à la conceptualisation, à théoriser la manière de ramener la cohésion sociale, nous l'avons aussi mise en pratique et dans beaucoup de pays. Je n'ai fait que citer quelques pays, mais on a fait dans beaucoup d'autres pays qui ne sont pas nécessairement représentés dans les images que vous voyez ici. Alors, est-ce qu'on peut me permettre de continuer à partir? Voilà. Nous utilisons quelques outils. Et ici, je vous fais seulement un inventaire de quelques outils. Pour la cohésion sociale, on est arrivé à développer plus d'une cinquantaine d'outils que nous utilisons. Mais ici, je voudrais vous donner seulement, à titre illustratif, quelques outils que nous avons et que nous utilisons.
Par exemple, pour la transformation personnelle, un des outils que nous utilisons, c'est l'exercice de l'arbre de vie. Avec l'arbre de vie, chaque individu entre dans une méditation personnelle, dans une réflexion personnelle, où on fait un inventaire de ses propres racines et où on regarde dans la vie quels sont ces facteurs qui m'ont soutenu, qui m'ont donné de la joie. On regarde la partie la plus favorable de sa vie, mais aussi on regarde la partie qui a été triste de sa vie. Nous encourageons les gens, évidemment, d'inventorier de manière plus ou moins exhaustive tout ce qui a été bon dans leur vie et qu'ils chérissent. Et puis, nous avons les fleurs, les branches, les herbes qui indiquent notre espoir, nos capacités, nos outils, ce que nous pouvons faire, ce qui nous inspire, nos espoirs, notre vision. Mais il y a aussi des insectes. Sous le tronc, sous le fruit, sous l'arbre entier, il y a aussi des insectes. C'est-à-dire des moments difficiles de vie, des choses qui nous distraient, des choses qui nous empêchent de nous concentrer à notre vie, des souffrances que nous avons vécues dans le passé, ce plaisir intérieur qui nous empêche de regarder les opportunités d'avenir. On en fait un inventaire exhaustif avec la question de l'arbre. Cela nous permet de réduire les préjudices et commencer à guérir les traumatismes. Bien que les traumatismes ne soient pas complètement guéris, mais on devient beaucoup plus conscient des handicaps de ces traumatismes. On devient plus conscient. Et quand on est mieux conscient de ce qui nous empêche de nous épanouir, il est plus facile de commencer à le répondre, à le résoudre. Et puis, nous faisons un exercice de rêve. Nous demandons, par exemple, aux gens de projeter leur avenir, le meilleur avenir qu'ils peuvent imaginer et de les projeter dans les 10 ans, dans les 20 années qui doivent venir. À quoi cela ressemblerait? Qu'est-ce qu'ils verraient dans leur vie? Et ils décrivent ça. La plupart du temps, ils développent des visions incroyables. Et ne pensez pas que ce sera pour seulement les gens qui ont une certaine instruction. Mais même faire les rêves avec des paysans, des gens normaux, des personnes vivant dans les milieux ruraux, ils font des rêves incroyables. Et je trouve cet exercice très puissant parce qu'il montre aux gens que ce qu'ils vivent à cet instant, il y a possibilité de le changer. Et puis, on utilise un troisième outil qui est le baromètre. Le baromètre de la cohésion sociale est un outil qui analyse certains facteurs, les sphères de changement. Et dans le baromètre, nous avons 3 sphères de changement. Nous avons les sphères socio-culturelles, nous avons les sphères économiques et nous avons les sphères politiques. Toutes ces sphères-là indiquent que, en faisant le travail de cohésion sociale, il y a 2 dimensions qu'il faut prendre en considération. Il y a la dimension verticale, c'est-à-dire la cohésion sociale qui indique les relations entre les communautés et les dirigeants dans cette société, qu'il faut améliorer. Il faut renforcer cette cohésion pour réduire la distance entre les dirigés et les dirigeants, créer un espace de transparence et ainsi améliorer la capacité à générer de bons services en quantité et en qualité pour les communautés affectées par le conflit, et ainsi accroître la cohésion sociale verticale. Mais la cohésion sociale horizontale aussi, c'est entre les différents membres des communautés, entre différentes communautés. Qui est en relation avec qui? Et comment améliorer ces relations? Comment se dépasser des violences, des méfiances, des manques de confiance et recréer justement, prendre les risques de faire confiance encore et recréer de nouvelles relations. Voilà pour ce qui est le troisième au niveau de l'élaboration, c'est-à-dire le premier D, la découverte, nous utilisons souvent l'arbre de vie. Au niveau du rêve, on utilise cette étoile et on projette les gens dans l'avenir, dans les 10 ans ou 20 ans. Au niveau des designs, le D design,
l'élaboration, c'est à ce moment-là qu'on montre la cohésion verticale et la cohésion horizontale. Et au niveau de l'action concrète sur le terrain, de la mise en œuvre, nous utilisons le feu de signalement. Les feux de signalisation nous permettent de dire qu'est-ce que nous devons arrêter de faire désormais, que nous nous engageons ensemble à recréer une cohésion entre nous. Qu'est-ce que nous devons arrêter? Et là, les gens réfléchissent et décident de ce qu'ils doivent désormais arrêter. Qu'est-ce qu'il faut ralentir? Ou qu'est-ce qu'il faut se préparer à faire de 2 dimensions? On peut ralentir des actions qu'on commettait avant, qu'on conduisait, dans lesquelles on était engagé avant, et qui, en réalité, divisaient plus que amener les gens ensemble. Ou on peut se décider à dire, nous nous préparons à faire des choses que nous pouvons faire dans les 5 années qui viennent ou dans les 10 années qui viennent. On se le prépare maintenant. Et puis, le vert, qu'est-ce que nous devons continuer de faire et de faire avec beaucoup plus de courage et d'engagement. Et c'est comme ça que dans les changements au niveau personnel, au niveau de chaque groupe identitaire, et créer des interconnexions entre les gens, on planifie des actions ensemble. Parmi ces actions, il y en a que nous appelons des projets connecteurs. Les projets connecteurs font partie de la démarche de l'approche de cohésion sociale. Cela permet aux communautés de voir ce qu'ils peuvent faire ensemble et qui peuvent être mutuellement bénéfiques pour eux, c'est-à-dire les dividendes de la paix. Nous avons fait la paix, mais la paix ne se mange pas dans la discussion. La paix se concrétise dans les actions. Des actions qui montrent que les communautés ont confiance les unes dans les autres et qu'ils peuvent maintenant travailler ensemble. C'est ça, quelques outils que nous utilisons de manière très pratique. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Non, c'est bon, Jean. C'est bon, John. Il n'y a pas de questions? Pas de questions. Bon, voilà. On va alors continuer. Et puis, je t'inviterai, Jacques, de partager ton expérience personnelle au niveau du Burkina Faso et comment l'approche 3B, 4D a contribué au travail de paix et de cohésion sociale dans lequel vous êtes si engagé au Burkina. Je t'inviterai à le faire un peu plus tard. Voilà ce que nous utilisons pour apprécier les baromètres. Je voudrais expliquer les baromètres, comment nous l'utilisons. Le baromètre a 3 sphères que je vous ai dit, les sphères socio-économiques, culturelles, pardon, et les sphères socio-culturelles a 6 indicateurs que nous évaluons avant de commencer le travail de paix et de cohésion sociale. On évalue ces indicateurs ici pour apprécier la situation avant l'intervention. Comment sont les gens, comment s'apprécient-ils? Vous pouvez voir à votre gauche certains de ces indicateurs. Est-ce que les liens sociaux sont solides avec les groupes les groupes différents dans ma communauté? Est-ce que les gens s'aiment, s'entraident? Est-ce qu'ils sont ensemble dans ma communauté? Est-ce que les liens sont solides? Alors, on apprécie. Si c'est vrai, vous dites totalement. Si ce n'est pas vrai, vous dites pas du tout. Si c'est un peu, vous dites un peu. Ou vous dites passablement. Et parfois même, vous pouvez dire, je ne sais pas. Je ne sais pas évaluer cela. Il y a aussi l'indicateur, les membres de ma communauté se font confiance, où toutes les personnes sont traitées avec dignité, où les personnes des différentes identités s'acceptent et se tolèrent, où il y a des opportunités formelles et informelles dans ma communauté, où les gens de différentes identités se connectent, s'intègrent, ou interagissent,
est-ce que ma communauté a la capacité de gérer pacifiquement les problèmes sociaux? Tout ça, c'est un inventaire que nous faisons sur le plan socio-culturel et qui sont des indicateurs de cohésion sociale. De la même manière, nous le faisons au niveau de l'aspect économique. Est-ce que je suis satisfait des conditions de vie actuelles? Est-ce que les personnes de ma communauté s'entraident? Est-ce que les ressources publiques sont gérées équitablement? Est-ce que les gens ont accès égal aux moyens d'existence et aux possibilités d'emploi? Est-ce qu'ils jouissent des mêmes chances d'accéder aux services? Est-ce que le bien et les services sont échangés dans un environnement équitable, où il n'y a pas de tricherie, où il n'y a pas de lois qui suffoquent même l'épanouissement économique des gens? Voilà, les gens font cet inventaire et puis ils font sur le plan politique. Est-ce que je suis capable, tout le monde est capable de participer à la vie communautaire? Est-ce que toutes les personnes de ma communauté sont traitées équitablement par les autorités? Est-ce que nous partageons les mêmes valeurs civiques en tant que citoyens d'un même pays ou d'une même société, d'une même communauté? Est-ce qu'on a la possibilité de participer au processus dans le pays, processus politique dans le pays? Est-ce que les gens sont écoutés, leurs idées sont prises en compte dans les structures et les institutions gouvernementales? Est-ce que les gens se font confiance? Ils font confiance aux institutions, à la structure. Vous vous rappelez, quand on fait la cohésion sociale verticale, on essaie de réduire la distance justement entre les dirigeants et les dirigés pour permettre à ce que les services qui sont rendus sont des services que la population espère avoir parce qu'ils vont contribuer dans la prise de décision des institutions de décision. Voilà le baromètre expliqué. Et souvent, quand nous terminons avec les gens, les participants, nous arrivons avec un schéma comme celui-ci. Ça, c'était au Sud-Soudan que nous avons fait ceci. Vous pouvez voir, par exemple, la ligne qui déborde. Elle dit est-ce que le droit est respecté? Le droit de tout le monde est respecté. Et vous pouvez voir que cela, les gens ont dit pas du tout, hein, not at all, pas du tout. Les droits ne sont pas respectés là-bas. Ça nous permet d'avoir une perception de l'appréciation que les gens se font de leur situation de cohésion sociale à un instant donné. Et nous devons avouer que nous ne le faisons pas au niveau national, c'est-à-dire faire un inventaire du type de celui que la France fait chaque année ou l'Australie fait chaque année dans leur pays. Ou même l'Union européenne, parfois, ils font la même chose. Ils font des enquêtes de cohésion sociale en utilisant littéralement les mêmes paramètres. Nous avons été inspirés par leurs paramètres, leurs indicateurs, mais qui doivent être, dans chacune des circonstances, être adaptés. Voilà un peu, en bref, ce que la cohésion sociale, telle que conçue par CRS, et qui a montré ses capacités, elle montre le fruit, et nous croyons fermement que nous avons ici, si ceci était mis dans des conditions plus larges, utilisées par nos chefs d'État, nos gouvernements, cela pourrait éventuellement améliorer la cohésion sociale globale dans les milieux dans lesquels nous travaillons. Nous l'utilisons dans des espaces restreints, dans des espaces de formation, dans des espaces de nos programmes, mais nous n'avons pas toujours les mandats, je dirais, l'accès pour étendre ce type d'approche au niveau national et que puisse donner les fruits que nous espérons et cette approche peut amener. Voilà tout. Pour ceux-là qui voudraient se ressourcer, il y a des ouvrages, des publications que nous avons faits et qui peuvent vous inspirer si vous voulez approfondir
l'un ou l'autre aspect de la cohésion sociale. Nous avons les livres, disons, le manuel ou les guides sur les liens qui unissent, construire la cohésion sociale dans les communautés divisées. C'est un manuel de formation. Il est disponible. Nous avons l'action interreligieuse pour la paix que CRS a produit. C'est une étude sur la coopération entre musulmans et chrétiens. Le lien est là. La publication est disponible. Il y a le mini-baromètre de la cohésion sociale que nous avons développé. Je viens de vous le décrire. C'est un outil pour évaluer et renforcer la cohésion sociale. C'est vous donner un aperçu du niveau de la cohésion sociale dans le pays ou dans la situation, dans les contextes dans lesquels le baromètre est fait. Et puis, nous avons une banque d'indicateurs de cohésion sociale. Ce sont des indicateurs illustratifs pour mesurer les changements de cohésion sociale au milieu dans lesquels nous intervenons, dans les milieux dans lesquels nous intervenons. Voilà pour ce qui concerne les ressources et les références. Pour ceux-là qui sont intéressés, voilà ce que nous vous proposons. Et je vous remercie. Mais avant le remerciement, je voudrais inviter Jacques, à moins qu'il y ait des questions. Jacques, est-ce qu'il y a des questions? Non, jusque-là, il n'y a pas de questions. Merci. Je pense que les participants ont été encouragés à parler librement et à poser des questions s'ils en ont, à écrire aussi dans le chat pour exprimer ce qu'ils ressentent. Voilà. Comme ils réfléchissent sur cela, Jacques, je t'invite alors à donner ta propre expérience de l'utilisation de l'approche 4B, l'approche de la cohésion sociale que CRS a mise en œuvre. À vous la parole, Jacques. Bien, merci beaucoup, John, pour cette présentation. Et je voudrais rappeler que je suis Jacques Kaboré, je suis au niveau du Catholic Relief Service au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. Oui, j'ai la joie de partager une petite expérience de l'utilisation de l'approche 3B 4D au niveau du Burkina Faso. Et c'était en l'occurrence en lien avec les communautés maliennes, les réfugiés maliens qui étaient au nord du Burkina Faso. Et vous savez que généralement, c'est parfois difficile. Le problème principal, généralement, c'est les difficultés liées à la cohabitation entre les réfugiés et les populations autochtones. Et pour le cas spécifique, ce qui était plus source de conflit, ou en tout cas de mécontentement, était que les réfugiés qui ont pu venir avec leurs animaux, voilà, les animaux naturellement devaient se nourrir et donc se nourrissaient à côté, et donc dans les villages d'à côté, dans les champs, et donc ça créait de la frustration par rapport aux agriculteurs. Et la deuxième des choses, c'était que bien sûr l'eau, les animaux devaient boire, et donc les sources d'eau jadis utilisées par les populations hautes aussi commençaient à ressentir un peu ce poids. Et enfin, ces réfugiés ayant été accueillis par les institutions humanitaires bénéficiaient d'un certain nombre d'appuis, notamment alimentaires, mais aussi du cash transfert. Et donc, les populations hautes à qui il a été demandé de céder parfois leur terrain se trouvaient plus pauvres de leur entendement par rapport aux réfugiés. Et donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il y a eu un projet au bénéfice des déplacés du Mali, qui, c'est à travers le design de ce projet que nous avons pris en compte des aspects qui assuraient le 3B 4D, dans le sens où, premièrement, il y a eu ce que nous appelons le SILC, les Saving Internal Lending Communities, les communautés d'épargne et de crédit,
qui est une microfinance communautaire qui a permis un brassage entre les populations hautes et les réfugiés qui étaient dans les camps. Et donc, déjà, ça a permis aux uns, aux deux camps de se découvrir, de connaître les capacités et de s'asseoir de manière hebdomadaire. Ça fait un début de rapprochement. Et cette méthodologie permet des crédits internes, ils se prêtent de l'argent. Et donc, la confiance s'installe en voyant que les uns et les autres respectent leur engagement. Et donc, finalement, chacun sent que l'autre est comme moi. Le fruit de cette méthodologie de microfinance communautaire a permis que les populations réfugiées ont pu, en prenant des crédits, exercer des activités artisanales qui ont émerveillé les populations hautes et qui ont commencé aussi à apprendre ça. Et ensemble, ils se sont déplacés pour aller à ce que nous appelons la Semaine nationale de la culture à plus de 500 km de là pour aller vendre ensemble ce qu'ils ont produit. Autre aspect, c'était qu'il y a eu des travaux. Le projet a fait la promotion de travaux d'intérêt communautaire. Et de nature, bien sûr, à des infrastructures qui permettent d'avoir l'eau. D'un côté pour les animaux, de l'autre côté de l'eau potable pour les populations. Mais ce qui est intéressant, c'est que la planification de la contribution de chaque communauté a été stratégiquement faite de manière à ce que les populations réfugiées travaillent sur les infrastructures dont devaient bénéficier les populations hautes et vice-versa. Et donc, ça a permis de se découvrir encore, mais de réaliser des projets de rêve communs, parce que même si on est réfugié, on rêve de continuer à avoir des animaux en bonne santé, qui continuent à s'agrandir en termes de nombre, et les populations hautes qui n'avaient pas cette opportunité d'avoir des infrastructures dans la zone, du moins en ce moment, ont aussi cette opportunité et ce rêve de voir des infrastructures communautaires. Voici un résumé rapidement, la démarche qui a essayé de suivre les 3B, 4T. Je vous remercie. Et ici, il faudra, merci Jacques Caboret pour cet exemple, où tu as mis en exergue la notion de création des projets connecteurs. Ce sont des projets qui visent les personnes qui sont divisées, les personnes dont la communication est minimale, ne communiquent pas, et où parfois la violence a existé entre ces communautés. En travaillant avec chaque communauté indépendamment, pour lui permettre de faire un inventaire de tous les atouts que cette communauté possède, de tous les avoirs, les possibilités et les espoirs qu'ils ont, et en les amenant à rêver d'un monde meilleur où ils utiliseraient ces atouts dans l'avenir, dans un avenir éloigné, et les amener à commencer à s'organiser de manière à planifier la manière dont ils vont utiliser ces atouts et les autres qui se trouvent dans l'environnement comme opportunité pour arriver à ce rêve et finalement de voir qu'ils peuvent commencer déjà à exécuter des pas ensemble. Chaque groupe, en se réunissant, et ils forgent ensemble les mêmes rêves et travaillent ensemble. Et c'est ça que je dis dans la présentation, que la paix doit avoir des dividendes. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement discuter et dialoguer, mais qu'il faut qu'il y ait des faits concrets qui montrent que les gens ont confiance les uns envers les autres. Et de manière incrémentale, c'est-à-dire de manière graduelle. Ce n'est pas que tout doit être fait au même moment. On commence par des petits pas. Les gens qui ne se réunissaient pas commencent à se réunir. Les gens qui ne discutaient pas avant commencent à discuter ensemble. Les gens qui ne prenaient pas de décisions ensemble commencent à prendre des décisions ensemble. Et finalement, les gens qui n'exécutaient rien ensemble commencent à mettre en œuvre les décisions qu'ils ont prises ensemble. Au fur et à mesure qu'ils exécutent leurs décisions et travaillent ensemble, ils cimentent la confiance entre
et augmente ainsi la cohésion sociale. C'est comme l'adage de Saint-Exupéry qui disait, Antoine de Saint-Exupéry qui avait dit, force-les de bâtir ensemble une tour et tu les rendras des frères. Mais si tu veux qu'ils se haïssent, jette-leur du grain. Il apparaît donc clairement que quand les populations se mettent ensemble pour faire un travail qui est mutuellement bénéfique pour eux, ils ont tendance à collaborer, à se découvrir sur le plan vraiment humain et à développer ainsi des relations de confiance entre eux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des questions jusque-là. Pas de questions. Je vois dans la salle Emmanuel qui a beaucoup travaillé pour la cohésion sociale au Burundi et qui continue, j'imagine, à œuvrer dans ce sens. Je vous salue, Emmanuel. Oui, bonjour, John, Jean de Dieu. Bonjour, Emmanuel. Est-ce que vous aviez déjà été au courant de cette démarche de la cohésion sociale? Et nous avons un exemple dans les pays des Grands Lacs avec les femmes des Cosopax. Il y a pour l'intérêt du groupe, les femmes de Cosopax sont des femmes du Congo, du Rwanda et du Burundi qui faisaient le petit commerce et qui se sont mises ensemble, que nous avons aidé à développer justement les lunettes de cohésion sociale et leur business a vraiment s'est développé de manière même exponentielle, si bien que même les autorités au niveau des frontières des trois pays leur donnent un traitement spécial. Et ensuite, même les maris qui étaient aussi touchés par le travail de leurs femmes et la cohésion que les femmes venaient de créer, les papas ont aussi créé leur communauté Cosopax, hein? des parents, des papas cohésifs et qui travaillent aussi pour la cohésion sociale. Voilà comment une approche qui semble être très théorique et peut devenir facilement pratique et faire des changements profonds parmi les gens. Il y a une grande coopération entre les femmes de ces trois pays, du Congo, du Rwanda et du Burundi, au-delà des acrimonies politiques, et elles continuent à travailler ensemble et à augmenter les revenus. Voilà, s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a pas d'observation, nous ne pouvons plus que dire merci à CPN, Catholic Peace Building Network, et l'Université Notre-Dame. Nous vous remercions beaucoup de nous avoir invités. Nous remercions les participants dans cette rencontre et j'espère que vous avez apprécié à juste valeur le travail que CRS fait. Nous vous disons que tout ce qui a été produit est disponible et j'espère que les organisateurs mettront à votre disposition les présentations qui ont des liens à travers lesquels vous pouvez accéder à toute la documentation sur la cohésion sociale telle qu'est conçue par CRS. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence et de votre participation. Et je retourne donc la parole aux organisateurs de Notre-Dame. Merci. Ah, je vois Miguel qui a dit
il remercie d'abord, puis il demande pardon parce qu'il n'a pas beaucoup de... Il est limité en français, il n'a pas pu poser des questions, malheureusement. Mais s'il les avait posées en anglais, on aurait pu se débrouiller pour trouver... Mais il y avait aussi la traduction, non? Bon, c'est dommage qu'on n'a pas pu le dire avant. Vous pouvez poser les questions dans n'importe quelle langue qui vous soit facile. Miguel, merci. Voilà.